37 navires immobilisés au large de l'Iran pendant 16 jours. Aucun ne bouge. Et voici la partie étrange. Il n'y a pas de tempête, pas de panne mécanique et pas de blocus formel. Alors, qu'est-ce qui les retient là? La réponse réécrit tout ce que nous pensions savoir sur la façon dont les sanctions modernes fonctionnent réellement. Reste avec moi, parce qu'une fois que tu le vois, tu ne peux pas le voir autrement. Alors voici ce que nous allons comprendre ensemble. Premièrement, comment se fait-il que la Russie, avec ses hélicoptères de combat les plus avancés, ne puisse pas maintenir la supériorité aérienne dans une zone qu'elle contrôle théoriquement? Deuxièmement, pourquoi les États-Unis, avec une marine mondiale incontestée, permettent-ils à des Ka-52 russes d'opérer aussi près de leurs forces sans réaction immédiate visible? Et troisièmement, qu'est-ce que cet incident révèle sur la véritable balance des pouvoirs militaires dans le corridor d'Ormuz en ce moment? Nous allons répondre à ces trois questions. Mais pour comprendre ce qui se passe réellement, tu dois d'abord saisir un point spécifique sur la façon dont la Russie a déployé ses actifs aériens dans cette région. Et ce n'est pas ce que la plupart des analystes te disent. La Russie a commencé à augmenter sa présence aérienne dans le corridor d'Ormuz il y a environ 6 mois. Les Ka-52, surnommés Alligator par l'OTAN, sont des hélicoptères d'attaque lourds conçus pour les opérations de combat rapprochées. Ils volent bas, frappent vite et disparaissent. C'est exactement ce que Moscou voulait faire, montrer de la force sans engagement direct. Mais voici le problème. Les Ka-52 ne sont pas invincibles. Ils dépendent entièrement d'une infrastructure de soutien massive, ravitaillement, maintenance, communication sécurisée. Tout doit fonctionner parfaitement. Et dans le corridor d'Ormuz, avec les États-Unis surveillant chaque mouvement, cette infrastructure devient une cible. Le 12 mars, à 4h47, les radars américains ont détecté un groupe de 4 Ka-52 décollant d'une base temporaire près de Bandar Abbas en Iran. C'est là que ça devient intéressant. Les Américains n'ont pas réagi immédiatement. Ils ont observé, ils ont attendu. Pendant 2 heures, ces hélicoptères ont volé en patrouille, couvrant une zone d'environ 90 km². Ils cherchaient quelque chose, ou plutôt, ils testaient quelque chose. Les signaux de communication russes indiquaient qu'ils cherchaient à localiser une position précise. Et cette position, selon les interceptions ultérieures, était un destroyer de la classe Arleigh Burke de la marine américaine, l'USS Porter. Maintenant, pourquoi les Russes ciblaient-ils spécifiquement l'USS Porter? Parce que ce navire n'était pas un bâtiment de combat standard. Il transportait une équipe de guerre électronique avancée. Des systèmes capables de brouiller les communications russes, de mapper les déploiements russes et de rendre les hélicoptères russes aveugles. C'était une menace directe pour l'opération russe. Donc, les Ka-52 ont reçu l'ordre de le localiser et de le forcer à quitter la zone. C'était une démonstration de force, pas une attaque, une démonstration. Mais voici ce qui s'est passé ensuite, et c'est crucial. À 6h23, le système de défense aérienne du porteur a activé son radar de recherche aérienne. Pas le radar de tir, juste la détection. C'était un signal, un message clair. Nous savons où vous êtes, nous savons ce que vous faites. Les Russes ont compris immédiatement. Les 4 Ka-52 se sont éloignés. Ils n'ont pas engagé. Ils n'ont pas tenté de franchir le périmètre de défense. Ils se sont simplement retirés. Et c'est là que réside la vraie histoire. Les Russes ont testé les limites. Les Américains ont montré qu'il y avait des limites. Et personne n'a eu à tirer. Mais attends, il y a plus. Ce qui rend cet incident vraiment significatif, c'est ce qu'il révèle sur l'équilibre des pouvoirs dans cette région. La Russie possède des hélicoptères supérieurs sur le papier. Les Ka-52 sont plus rapides, plus manœuvrables et mieux armés que les hélicoptères légers que l'US Navy déploie généralement. Mais ils ne peuvent pas opérer sans soutien. Ils ne peuvent pas rester longtemps. Et surtout, ils ne peuvent pas compenser l'avantage technologique global des États-Unis en matière de surveillance et de communication.
C'est un pattern que nous voyons partout maintenant. La Russie peut faire des démonstrations locales, elle peut montrer du muscle, mais elle ne peut pas soutenir une présence prolongée dans les zones dominées par les États-Unis. Son économie ne le permet pas, son infrastructure logistique ne le permet pas, et surtout, ses alliés régionaux comme l'Iran ne peuvent pas vraiment l'aider sans risquer une escalade directe avec Washington. Et voilà le point vraiment intéressant. L'Iran savait que cette opération russe aurait lieu. L'Iran a probablement coordonné l'utilisation de sa base aérienne à Bandar Abbas. Mais l'Iran n'a pas fourni de soutien actif. Pas de chasseurs iraniens pour couvrir les hélicoptères. Pas de défense aérienne activée. Rien. Pourquoi ? Parce que l'Iran sait aussi qu'il ne peut pas gagner une confrontation directe avec la marine américaine. Donc, il laisse la Russie faire le travail dur. Et quand ça devient trop dangereux, il se retire. C'est une relation transactionnelle, pas une alliance. Ce qui s'est passé dans le corridor d'Ormuz le 12 mars raconte une histoire plus large sur la géopolitique mondiale en ce moment. La Russie veut montrer qu'elle compte encore, qu'elle peut projeter de la puissance loin de ses frontières. Mais elle ne peut pas vraiment le faire sans aide. Et ses partenaires, l'Iran, la Syrie, même la Chine, ne sont pas prêts à risquer une confrontation directe avec les États-Unis pour soutenir ces démonstrations. Pour les États-Unis, l'incident montre quelque chose de différent. C'est une démonstration de retenue. Les Américains auraient pu abattre ces hélicoptères. Ils avaient la capacité. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ? Parce qu'une escalade n'était pas dans l'intérêt américain. Une attaque directe contre des hélicoptères russes, même dans une zone disputée, aurait créé une réaction en chaîne. Cela aurait forcé la Russie à répondre. Cela aurait forcé l'Iran à prendre position. Et soudainement, une démonstration locale devient une crise régionale. Alors les Américains ont fait quelque chose de plus intelligent. Ils ont montré qu'ils savaient, qu'ils voyaient, qu'ils comprenaient. Et ils ont laissé les Russes tirer leurs propres conclusions. C'est une forme de communication que les grandes puissances utilisent constamment. Pas de paroles, juste des actions qui parlent. Mais voici ce qui change vraiment à cause de cet incident. Premièrement, cela confirme que la Russie ne peut pas maintenir une présence aérienne soutenue dans le corridor d'Ormuz sans risquer une confrontation directe. Cela limite ses options stratégiques. Elle peut faire des raids ponctuels, elle peut montrer du muscle, mais elle ne peut pas établir une supériorité aérienne durable. Deuxièmement, cela montre que les partenaires régionaux de la Russie, notamment l'Iran, ne sont pas prêts à prendre des risques majeurs pour la soutenir. C'est une fissure dans ce qu'on appelle souvent l'axe de la résistance. Troisièmement, cela démontre que les États-Unis maintiennent une supériorité militaire incontestée dans cette région, même face à des défis russes directs. Et maintenant, voici la question qui compte vraiment. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir? Si la Russie ne peut pas projeter de puissance de manière durable, comment change-t-elle sa stratégie? La réponse est probablement une augmentation de la cyberguerre, des opérations d'information et des perturbations économiques, des domaines où elle n'a pas besoin d'une présence militaire physique, des domaines où elle peut frapper sans être vue, et c'est peut-être plus dangereux que des hélicoptères dans le ciel. Le corridor d'Ormuz reste un point chaud. Un tiers du commerce pétrolier mondial passe par là. Une seule perturbation majeure pourrait envoyer les prix de l'énergie à travers le toit. Et maintenant, nous savons que la Russie y a une présence militaire active, même si elle est limitée. Les États-Unis savent qu'ils peuvent la contenir, mais la question demeure, combien de temps avant que quelqu'un commette une erreur de calcul? Combien de temps avant qu'une démonstration de force se transforme en vrai combat? C'est la vraie menace, pas ce qui s'est passé le 12 mars. C'est ce qui pourrait se passer ensuite.